bienvenue pour notre webinaire avec Vivien Bessière dans le cadre du prix des lycéens allemands. Donc Vivien Bessière qui est l'un des auteurs qui ont été sélectionnés pour le prix des lycéens allemands 2021 avec son ouvrage Même pas en rêve. Donc on va en discuter aujourd'hui. Avant de commencer, on va faire un petit tour des présentations. Alors Vivien, pouvez-vous vous présenter pour tous les lycéens qui sont connectés avec nous aujourd'hui? Bien sûr. Bonjour, hola. Merci beaucoup d'abord d'avoir bien voulu étudier mon roman. J'espère qu'il vous a plu ou qu'il vous plaît ou qu'il va vous plaire si vous l'avez pas encore commencé. Alors, je me présente, hein, c'est ça. Oui. Donc, je suis professeur à l'université à Limoges, une ville moyenne au centre de la France, entre, on va dire, Paris et Toulouse, vraiment au milieu. J'ai une compagne, une, une épouse, et j'ai deux enfants, une qui s'appelle Joséphine et l'autre Suzanne. J'ai 39 ans déjà. J'ai écrit donc un essai en lien un peu avec mes études à l'université. C'est un essai sur l'Antiquité dans les récits contemporains, parce que mes études, c'était un peu le latin, le grec. Et ensuite, j'ai donc écrit un roman. C'est mon premier roman, et c'est celui que vous êtes en train de lire, même pas en rêve. Super, Voilà, merci Vivien. avec plaisir. Euh, alors aujourd'hui, on a aussi avec nous deux élèves de la Humboldt Gymnasium à Potsdam. Est-ce que vous pourriez vous présenter? On va commencer par Maya. Pensez bien à rallumer vos micros. Salut, je suis Maya et j'ai 16 ans et j'habite à Potsdam. Merci Maya. Ça fait combien de temps que tu apprends le français? J'apprends le français pour, je pense, 5 ans. 5 ans, super. Merci. Et on a aussi avec nous Georges. Tu peux te présenter? Oui, salut, je suis Georges. Bonjour. J'ai 15 ans, je suis de Potsdam aussi, alors à côté de Berlin, et j'apprends le français des 5 ans aussi. Et oui, Maya et moi, nous sommes en 11e. Oui, c'est ça. Super. Merci à vous deux de participer. Merci à votre enseignante Heidi qui a rendu ça possible. Et à savoir que vous êtes tous les deux dans la même école en ce moment, mais connectés dans deux salles différentes. Comme ça, super. Oui, c'est ça. Voilà. Donc moi, je vais me présenter aussi. Je suis Marguerite Pometko. Je suis chargée de mission pédagogique à l'Institut français d'Allemagne et je suis connectée aujourd'hui de Berlin. Avec moi, il y a ma collègue Oriane. Donc Oriane Jousse qui est en charge de la technique. Elle n'est pas en ligne, mais elle répond à toutes vos questions techniques dans le chat. Donc, à savoir que dans le chat, c'est plus pour les questions techniques et dans la partie questions, ça sera vraiment les questions que vous voulez poser à nos intervenants qui sont connectés aujourd'hui. Alors, pour le moment, je vois qu'on est 66 personnes connectées, donc merci, super. Et ce qu'on vous Merci. propose, c'est dans le chat de nous dire d'où vous êtes connectés. Donc là, par exemple, je vois il y a des gens connectés de Wörth, de Gladenbach, Francfort, Lübeck, Leipzig. Super. Et vous pouvez aussi nous dire, en fait, dans la partie sondage, si vous êtes connecté seul ou avec votre classe. Parce que c'est vrai qu'avec ce temps de Corona, il y a pas mal d'élèves qui sont seuls chez eux en ce moment et qui ne sont pas connectés avec toute leur classe. Donc nous, ça nous permet d'avoir une petite estimation de combien de personnes étaient connectées aujourd'hui. Donc voilà, dans la partie sondage du webinaire. Alors, on va commencer. Donc là, je vais vous dire notre plan. Donc on va commencer par une petite présentation du prix des lycéens allemands. On aura ensuite l'interview avec Vivien Bessière et Maya et Georges. Puis on passera à la session questions-réponses où vous pourrez poser toutes les questions que vous avez préparées en classe directement dans le chat. Et on finira par notre prochain rendez-vous. Alors,
pour commencer, pour la présentation du prix de lycée allemand, c'est un prix littéraire qui est organisé depuis 2004 avec Ernst Klett Sprachen et en coopération avec la VDF, qui est la Fédération des professeurs de français en Allemagne. Donc, chaque année, on a une sélection de romans jeunesse. Donc, cette année, les 3 romans sélectionnés sont donc Même pas un rêve de Vivien Bessières, Aigre-doux de Wilfried Ansondé et Direct du cœur de Florence Médina. Donc, on a déjà eu une première rencontre avec Florence Médina la semaine dernière. Elle est vraiment très contente d'avoir pu échanger avec vous ce jour-là. Et je voulais aussi vous dire qu'elle était partante. Si vous avez d'autres questions à lui poser qui n'ont pas été posées dans le webinaire, vous pouvez nous les envoyer et elle accepte d'y répondre. Donc, n'hésitez pas. Alors, si vous avez des questions spécifiques sur le prix des lycées allemands, vous pouvez envoyer un message aux attachés de coopération pour le français de notre réseau. Et voilà, donc on va commencer tout de suite avec l'interview. Vivien, je pense que vous êtes déjà un petit peu présenté tout à l'heure, mais si vous voulez compléter, vous pouvez. Je vais présenter mon roman un petit peu, si vous voulez, pendant 2 minutes. Voilà, donc vous pouvez présenter le roman. Donc, à savoir que tous les élèves qui sont connectés aujourd'hui ne l'ont pas forcément lu déjà. Donc, le but, c'est que après cette rencontre, vous ayez envie de le lire, de le découvrir. Donc, allez-y, Vivien, racontez-nous. Ok, très bien, merci. Donc, ce roman, c'est l'histoire un peu d'un adolescent harcelé qui se venge la nuit inconsciemment pendant des crises de somnambulisme, des humiliations qu'il a subies la journée. Alors, en fait, ça fait un peu penser peut-être comme inspiration à Dr Jekyll et Mr Hyde, parce qu'il est plutôt tout gentil la journée, et voilà, quand il est somnambule, il se venge. Mais j'ai pensé aussi un petit peu finalement au conte du vilain petit canard d'Andersen. C'est-à-dire que le héros, l'adolescent, il se croit un petit peu dans la pire des situations du monde. Il croit que c'est le plus malheureux du monde. Et petit à petit, il va se rendre compte que finalement, il y en a d'autres notamment des personnes qu'il admire, comme celui qui va devenir son meilleur ami, qui vont aussi mal que lui, voire qui sont dans des situations encore plus compliquées. Donc, le héros principal qui s'appelle Tim et donc exactement. Il rencontre Louis, c'est ça? Et voilà, et l'autre, c'est Louis. C'est aussi un roman sur le fait que reconnaître ses faiblesses peut être une force. C'est-à-dire que finalement, je me suis rendu compte en l'écrivant que je voulais raconter aussi l'histoire de quelqu'un qui est plutôt un peu faible, mais qui du coup accepte d'être faible et donc de se révolter, de se rebeller. Et donc c'est un peu aussi une réflexion sur le fait que des fois on est trop dur, on subit plein de choses et on les accepte trop, alors qu'on devrait accepter d'être faible et de ne pas les accepter et de se révolter. Donc ça vaut pour chacun d'entre nous, ça vaut aussi peut-être de manière collective, hein, se révolter contre les conditions de travail, d'oppression, de domination. Et enfin, pour terminer, je dirais que c'est un roman un peu de science-fiction. Alors, je ne vous en dis pas trop pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, mais voilà, il y a une idée d'hormone qui est sécrétée dans notre cerveau dès qu'on subit un traumatisme. Donc ça n'existe pas en vrai. Hein. Et cette hormone, elle va peut-être pouvoir être transformée en drogue, mais je n'en dis pas plus. Sinon, pour vous donner envie de lire, il y a aussi une scène un peu avec où 2 personnes couchent ensemble. Non, mais ça reste très. Ça n'est pas non plus, je n'entre pas non plus dans les détails. D'accord, donc suspense pour le moment. Alors, on va passer tout de suite à vos questions. Donc, Maya et Georges, vous pouvez donc commencer. Je ne sais pas qui d'entre vous va poser la première question. Oui, c'est moi. Vous avez déjà parlé de l'histoire du roman. Alors, quelles inspirations avez-vous pour l'histoire du roman? Et y avait-il quelques expériences personnelles pour ces inspirations pendant votre adolescence?
Oui, merci. Oui, tout à fait, hein, tout à fait. Donc, c'est un roman qui est en partie autobiographique. Alors, j'ai pas vécu des choses à ce point difficiles, hein, comme les a vécues Tim, mais il y a vraiment de moi dans le roman. Alors, rien que, enfin, pour la simple raison déjà que quand j'essaye d'écrire sur des personnes que je connais pas, j'y arrive pas du tout. Hein, si j'essaye d'inventer complètement, j'y arrive pas du tout. Donc j'ai toujours besoin, en fait, que ce soit pour Tim, mais même pour les autres héros, de m'inspirer soit de moi, soit d'autres. Mais en même temps, j'arrive pas du tout non plus à faire quelque chose qui est que autobiographique. C'est-à-dire que si je voulais raconter mon histoire vraiment comme elle s'est passée, ben, j'aurais beaucoup de mal parce que j'ai pas envie de revivre une seconde fois en racontant mon histoire, ce que j'ai déjà vécu une première fois. Et donc finalement, l'idée c'est de transformer, que ce soit en encore pire ou en encore mieux, des choses que j'ai vécues. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les rêves. C'est-à-dire que à un moment, j'ai fait une psychanalyse, hein, grâce à Freud, hein, à votre compatriote, qui a inventé cette chose assez bien pensée. Et en faisant la première fois que j'y étais, elle m'a demandé de raconter mes rêves et j'ai dit que je ne rêvais pas. Elle m'a dit si, vous rêvez, mais vous ne vous en rappelez pas. Et le soir même, je me suis mis à rêver, ça ne s'est plus jamais arrêté. Et ça a été pour moi vraiment comme une révélation, parce que même si la journée c'était un peu dur, la vie, la nuit, c'était comme si j'avais une deuxième vie. Et donc, ça a vraiment été quelque chose qui me permettait de tenir un peu le coup, c'est-à-dire que, en plus de la vie réelle, j'avais une sorte de seconde vie qui faisait qu'on supportait mieux aussi la vie réelle. Et finalement, hein, inconsciemment, c'est un peu ça que j'ai voulu recréer aussi, c'est-à-dire modifier la vie, un peu comme dans un rêve, et faire en sorte que les lecteurs aussi, ils aient comme une sorte de vie par procuration. Alors si j'avais été purement autobiographique, si j'avais seulement raconté mon histoire, ça aurait peut-être été plus dur de s'identifier, de se mettre à ma place. Et donc, ça me paraît aussi bien pour les lecteurs qui aient cette idée que le personnage, il peut être aussi chacun d'entre nous. On a tous plus ou moins vécu des situations, peut-être pas de harcèlement, mais des situations où on avait du mal à s'en sortir. Et donc, Merci. voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Ça vous parle, Georges? Oui, c'était bien. Merci. Donc, Avec plaisir. je ne sais pas lequel d'entre vous veut poser la prochaine question. Maya? C'est moi. Et nous avons également réfléchi à la question avec quel personnage du livre pouvez-vous vous identifier en particulier? Alors, Oui. Alors, oui, bon, ben, forcément, avec le héros, hein, avec Tim, je suis plus comme le héros, vous allez voir, que comme son meilleur ami, qui lui ressemble plus à, ben, notamment, mon meilleur ami ou mes deux meilleurs amis que j'ai mélangés, hein, pour en faire, voilà, pour en faire Louis. En même temps, il y a aussi un peu de moi dans Louis, et puis il y a aussi un peu de mes amis dans Tim. Hein. C'est toujours des mélanges. Mais bon, voilà, j'ai aussi un peu vécu cette idée d'admirer beaucoup parfois des personnes. Et, et donc, un peu comme, voilà, un peu comme Tim admire Louis. Et puis, de jamais avoir idée que cette personne-là aussi, elle pourrait être comme moi, avoir ses problèmes comme moi. Et donc, voilà, c'est un peu cette idée-là. Voilà. Et il y a aussi, pardon. Oui, je voulais demander aussi, dans le roman, c'est vrai que Tim et Louis ont deux personnalités très différentes. Donc, il y en a un qui est plutôt timide et l'autre qui est plutôt rebelle, nonchalant. Qu'est-ce qui fait que ces deux personnages deviennent amis, en fait, alors qu'ils sont si différents? Ben, je pense qu'il y a vraiment l'idée, ça a vraiment été important pour moi.
C'est vraiment pour moi un peu ça l'amitié. C'est bien s'entendre avec quelqu'un de très différent. Quelqu'un même qui va peut-être devenir complémentaire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'entraider, on va pouvoir chacun s'apporter des choses que l'autre n'a pas. Donc c'est vraiment un peu voilà, cette idée de complémentarité. Et puis ça permet, je trouve aussi, c'est comme le roman, comme quand on écrit un roman pour moi, l'amitié. C'est-à-dire apprendre petit à petit à se mettre à la place de l'autre. Se dire ah ben moi je pense ça, mais en fait l'autre peut penser complètement autre chose et il a ses raisons aussi. Je vais pas juger tout de suite, hein, voilà, entre les deux. Mais voilà, c'était vraiment ça. Et Maya et Georges, est-ce que vous avez, vous, de votre côté, pu vous identifier à un des personnages du roman? Pour moi, c'était un peu difficile de m'identifier avec les personnages, mais peut-être Tim a des... oui, je- j'ai j'ai pu m'identifier avec Tim un peu, oui. C'était c'était pas d'histoire. Après, ah pardon Maya, je vous laisse. Je voudrais dire c'est Louis parce que j'aime la musique Louis écoute, que lui écoute. Ah, super. On va passer peut-être à la troisième question. Et Alors juste peut-être pour ajouter pour l'identification, il y a aussi beaucoup, vous allez voir à un moment, il y a un professeur qui s'appelle Fauge. Et donc ça forcément, c'est aussi moi, c'est aussi mon expérience quand j'ai été professeur au lycée. Et, euh, vous avez eu de la chance de ne pas m'avoir parce que j'étais pas un très très bon professeur au lycée. Notamment, j'avais du mal à faire la discipline. Et finalement aussi ce roman, si je l'ai écrit, c'est peut-être aussi pour parler aux adolescents, comme j'arrivais pas trop à le faire quand j'étais professeur. J'avais du mal à parler à tout un ensemble de personnes, voilà. Parce que le roman, moi, ce qui me plaît, c'est que c'est un lien de personne à personne. C'est plus solitaire. Okay. Et j'y arrivais mieux. C'est un bon exercice, ouais. Ouais. Je vais vous laisser poser la troisième question. oui, dans votre roman, le harcèlement joue un grand rôle. Pourriez-vous nous expliquer pour quelles raisons? Et pensez-vous que le sujet du harcèlement devrait être discuté plus intensément dans les écoles? Alors, donc oui, bien sûr. Hein, donc comme je le disais, hein, j'avais un petit peu vécu ce genre de choses, mais finalement, je m'en étais pas du tout rendu compte avant la fin du roman. C'est-à-dire que j'ai pas voulu écrire un roman sur le harcèlement. J'avais juste une idée d'histoire qui me plaisait et j'ai raconté cette histoire. Et c'est seulement à la fin que je me suis dit ah mais en fait ça parle un peu de harcèlement et finalement moi aussi j'ai vécu un peu ce genre de choses. Donc c'est le roman lui-même qui m'a aidé à prendre conscience aussi de ça. Et c'est un peu aussi l'idée avec les lecteurs. Je me dis peut-être que ça peut permettre aussi au fur et à mesure du roman de se dire ah tiens en fait j'ai vécu un peu ce genre de choses. Parce que finalement, les étiquettes, c'est pas très important. Savoir si on a vraiment été harcelé, un peu, beaucoup, pas beaucoup. Ce qui me semble important, c'est de se rendre compte petit à petit de ce qu'on a vécu. Est-ce qu'on a vécu des choses qu'on peut accepter, qu'on doit accepter, etc. Et aussi, bien sûr, ce qui me semblait important, c'était que on se rende compte que les autres aussi ont leurs problèmes, que même les soi-disant méchants ont parfois vécu pire que nous dans leur enfance, etc. Alors c'est pas du tout pour les justifier, hein, c'est pas du tout, mais c'est pour essayer de comprendre. C'est pour essayer aussi de comprendre à quel point il y aurait pas d'un côté les gentils, hein, Tim, et de l'autre les gros méchants, et puis personne entre les deux. L'idée, c'était de se dire que finalement, le mal, c'est très compliqué. Hein, c'est très compliqué. Et certes, il y a vraiment ceux qui font beaucoup de mal. Hein. On va dire que c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais il y a toute la partie immergée. Et c'est aussi finalement ce que une Allemande aussi très connue, Hannah Arendt,
appelé la banalité du mal. C'est-à-dire que on peut pas se contenter de juste de dire il y a un monstre et puis on enlève le monstre et maintenant tout va bien. En fait, le mal c'est plus structurel, c'est-à-dire c'est des choses, il faudrait changer la société en entier plutôt que seulement mettre en prison une personne et ensuite tout ira bien. Ça suffit pas. Il faut, voilà, en tout cas, c'était l'idée un peu que je voulais donner. Et pour répondre, ouais, oui. Et pour répondre à la deuxième question, est-ce que je pense que ce serait bien d'en discuter plus? Ah oui, bien sûr, c'est sûr. Je pense que ce serait super d'en discuter plus, de même que discuter plus de toutes les dominations, hein, domination masculine, hein, de discuter du sexisme, de discuter du racisme, bien sûr, de discuter aussi du spécisme. Hein, moi, je suis très attaché aussi au véganisme, à l'idée voilà, que ça peut aussi sauver beaucoup de choses dans le monde de manger un peu moins de viande parce que du coup, on va pas déforester entièrement, soit pour pouvoir faire paître les vaches, soit pour pouvoir cultiver du soja qu'on va donner voilà, aux vaches, etc. Donc je suis très attaché à tout ça, mais en même temps, je me dis, et c'est aussi pour ça que j'aime bien le roman et que j'avais envie d'en écrire, je me dis que souvent ça suffit pas les discours. C'est-à-dire si on fait juste, par exemple, une classe où on dit attention, c'est pas bien de harceler, c'est jamais ça qui va changer les choses. C'est pas parce qu'on dit c'est pas bien de faire ça ou c'est pas bien de faire ça que ça va changer les choses. Pour moi, la manière qui peut permettre vraiment de changer les choses, c'est plutôt les actes, c'est pas les discours, c'est plutôt l'exemple. Et souvent, je pense à une étude en économie de quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle Freakonomics. Et il a étudié, il s'est demandé pourquoi est-ce que les enfants lisent. Est-ce que c'est parce qu'on leur lit des histoires ou est-ce que c'est juste parce que les parents eux-mêmes lisent et qu'ils ont une bibliothèque? Et en fait, la plupart du temps, c'est seulement parce que les parents lisent eux-mêmes et ont une bibliothèque. C'est-à-dire que généralement, quand on est enfant, comment on fonctionne? On fonctionne par l'exemple. On ne va pas faire ce que nous disent de faire les parents. Mais si les parents ou les professeurs disent, par exemple, je sais pas, c'est pas bien, il faut pas mentir, mais qu'ils mentent tout le temps, eh ben nous, on va se mettre à mentir tout le temps. On va surtout fonctionner sur l'expérience. Et pour moi, le roman, c'est des expériences par procuration. C'est des façons de vivre des choses par procuration. Et voilà, pour moi, c'est ça vraiment qui peut aider. C'est l'expérience plutôt que les discours. Merci. Avec plaisir. Alors, soit si vous voulez réagir, sinon vous pouvez poser votre prochaine question. Ah, on a... Maria peut poser la quatrième question. C'était vraiment intéressant. Merci. Une autre chose qui nous intéresse est comment avez-vous procédé en écrivant votre roman? Donc, il y a des auteurs qui écrivent seulement dans la nuit, par exemple. Alors, oui. vous écrivez. Alors moi, je dicte tout à une secrétaire. Non, c'est pas vrai. Alors, moi, non, j'écris pas dans la nuit parce que justement, la nuit, vu que j'ai découvert le rêve quand j'étais plutôt âgé, j'en profite maintenant d'avoir la nuit pour rêver. Mais donc moi, j'écris quand j'ai le temps, le matin, tous les matins. J'essaye d'écrire tous les matins, 2 heures, 3 heures. Mais quand j'ai le temps, bien sûr, parce que forcément, un des problèmes, hein, notamment en France, c'est que voilà, il y a que, je crois, 5% de romanciers qui vivent de leur plume. Donc il faut faire un métier à côté. Alors moi, j'ai un peu de chance quand même. Mon métier, c'est enseignant-chercheur. Ça veut dire que je donne des cours, mais la moitié du temps, je peux faire des recherches aussi. Et donc au lieu de faire des recherches, je triche et j'écris. Non, je fais aussi des recherches, mais j'essaye quand même d'avoir un peu de temps aussi pour écrire. Et puis je me dis, c'est très bien aussi pour mes recherches, parce que je suis enseignant en français et en lettres. Donc voilà, ça va un peu tout ça ensemble. Et puis je me dis, comme la société est un peu mal faite et qu'elle nous donne pas beaucoup l'occasion
d'avoir le temps d'écrire, il faut un petit peu tricher pour se le donner soi-même cette occasion. Et donc moi, souvent, c'est le matin, parce qu'en plus, si j'ai bien réussi à écrire au moins 2 heures, après toute ma journée se passe super bien. C'est-à-dire que c'est vraiment important pour moi d'avoir ce rituel d'écriture le matin. Et Vous gardez la nuit pour rêver, c'est ça? voilà, exactement. Trouver des idées. Exactement. Et puis en fait, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai lu un livre de Stephen King qui donnait des conseils pour écrire. Et il disait voilà que c'était bien d'avoir un rituel presque quotidien. Comme ça, la muse finissait toujours par venir au rendez-vous. Hein, même si elle venait pas le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. C'est comme si on s'habituait dans la tête à avoir l'inspiration qui vient un petit peu. Voilà. Et puis aussi, une des choses que je fais tout le temps, c'est d'avoir la musique. J'ai des écouteurs, comme maintenant, et puis j'arrête pas d'écouter de la musique. Mais comme Maya disait, hein, Louis qui adore la musique, ça c'est justement un petit élément qui vient plutôt de moi, et puis qui vient des amis aussi qui m'ont fait découvrir beaucoup de musique. Et donc cette musique, quand les choses se passent vraiment bien, ça fait comme si ça donnait du rythme. C'est-à-dire que je me mets à écrire et puis je bouge un peu la tête. J'ai l'air un peu. Ma compagne dit que j'ai l'air d'un malade mental parce que je commence à bouger la tête comme ça. Et, mais voilà, ça me met dans ma bulle en plus. Ça me permet de ne pas entendre le reste. Donc mais il ne faut pas que ce soit en français. Ouais. Pardon. Il ne faut pas que ce soit en français parce que là, sinon, j'écoute les paroles. Donc, Ah ouais, c'est vrai ça. Donc c'est vrai que dans le roman, il y a toute une playlist musicale qu'on vous a mis aussi dans les dossiers pédagogiques qu'on a préparés. Donc Vivien, oui, vous êtes fan de musique aussi? Ah oui, complètement. C'est vraiment, si j'ai 2 arts, pour moi, on a tous, ou ce serait tous super si on avait 2 arts qu'on adore et qu'on pourrait faire un petit peu, sans vouloir en faire son métier, mais qu'on pourrait pratiquer toute sa vie. Voilà, au moins 2 arts, si ce n'est un, mais au moins 2. Et pour moi, c'est vraiment, c'est sûr, c'est le roman et la musique populaire. Voilà, et donc la musique populaire, tout de la musique populaire, hein, que ce soit les Beatles jusqu'à des choses de rap ou d'électro de maintenant. Et c'est vraiment ma passion, c'est vraiment justement quand j'étais adolescent, c'est une des choses aussi qui m'a vraiment beaucoup aidé. Et puis ça apporte quelque chose que n'apporte pas le roman. Hein. Le roman, il apporte, je trouve, de se faire des amis. Chaque soir, on se refait des amis en lisant, en retrouvant nos héros, nos personnages. Et le rock, la musique populaire, ça apporte une sorte d'intensité. Hein. C'est un peu comme je disais, on est dans une transe, hein, on se met à danser. Et pour moi, voilà, c'est super parce qu'il y a tout un univers musical aussi qui accompagne le roman. Et est-ce que pour vous, il y a une chanson qui représente ce roman, qui est une de vos préférées dans ce livre? Alors, c'est difficile, hein, j'aurais envie de toutes les mettre. Puis il y en a tellement d'autres ensuite. Mais alors, je dirais une que j'adore, c'est Luca mince, je connais qu'elle, mais de Suzanne Vega. Ma fille s'appelle Suzanne, un peu pour. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est assez connue, hein, My name is Luca. Et en fait, si vous pardon, si vous écoutez les paroles. En fait, ça paraît un petit peu comme ça, peut-être léger, mais c'est sur un enfant battu. Et donc, ça m'a beaucoup marqué parce que voilà, ça parle aussi de souffrance de l'enfance et de l'adolescence. Et donc voilà, c'est la chanteuse qui parle de Luca, qui habite au-dessus, et puis on l'entend, voilà, on entend des coups, etc. Et une autre chanson aussi que j'ai. Alors, Suzanne Vega, j'adore, et elle a édité quelque chose qui s'appelle Close Up. C'est toutes ces chansons en acoustique. Et donc ça, c'est très beau. Et il y a autre chose que j'aime beaucoup pour vous faire découvrir peut-être une chanson en français. C'est Nino Ferrer qui a écrit Moby Dick. Alors Moby Dick, peut-être que vous l'avez lu ou vous connaissez, c'est l'histoire de la baleine. Et bon, c'est un roman que j'adore. Et la chanson aussi, elle évoque bien ce que dit le roman, c'est-à-dire c'est vraiment l'histoire d'un combat contre quelque chose d'énorme qui représente un petit peu la mort en fait. Et donc on se bat contre elle et à la fin, bon, on finit toujours par être défait par elle, mais c'est vraiment un roman très beau et aussi une chanson très belle. Et puis après, il y a tout un album que j'adore. Après, faudra m'arrêter parce que sinon je peux vous parler longtemps de rock. Il faut qu'on pose les questions de tous les gens qui sont connectés sur le chat. Ah oui, d'accord. Donc peut-être. Alors juste Rock Bottom de Robert Wyatt.
Ça, si D'accord. vous ne connaissez pas, voilà, il a écrit ça juste après être tombé du 4e étage. Il pouvait plus Ah oui. bouger de jambes. Et on sent que ça vient des tripes et que c'est vraiment très très fort. Il y a juste Voilà. peut-être une question dans le chat qui demande si vous connaissez des chansons allemandes aussi. Ah oui, alors oui, tout à fait, complètement. Alors par exemple, dernièrement, j'écoute, je ne sais pas si c'est connu en Allemagne ou pas, Pachamine, c'est un groupe de rap, je crois, où il y a aussi des gens d'origine turque, et il y a une chanson qui s'appelle Airwaves. Je vous la conseille, je l'écoute en boucle en ce moment sur les chewing-gums. Et celle-là, elle est vraiment chouette. Alors, il y a ma compagne qui parle allemand, elle m'a traduit un peu les. En plus, ça parle de quelqu'un qui a toujours un maillot de Zidane. Donc, c'est un Vous Français. connaissez Maya et Georges? Je ne le connais pas. Pachamine, Mais... ouais. Ok, bon Je vous bah à conseille. Puis, découvrir. ouais. Puis il y a aussi, alors Donc, ça c'est plus ancien, c'est un groupe génial qui s'appelle Can, C-A-N. Et donc voilà, je sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est un des créateurs de ce qu'on appelle, alors je le dis mal en allemand, c'est Krautrock. ah oui, Donc le voilà, krautrock, Ah, le voilà. rock chou. Ah ok, je savais pas que ça voulait dire. Et donc j'adore notamment le krautrock. Hein, c'est une sorte de rock un peu planant, voilà, un peu de jazz. Et ça, c'est un groupe allemand que j'adore. Puis il y a aussi, pour finir, Nico. Ah, Nico, celle qui le chante dernier. dans le Velvet Underground. Ouais, voilà. Après, j'arrête. Ok, bah super. Donc on va juste poser la dernière question donc de Maya et Georges, puis on enchaînera avec les questions dans le chat. oui, alors vous avez déjà parlé d'Allemagne et c'est aussi notre dernière question. Et comme c'est le prix des lycéens allemands, nous voulons vous demander si vous avez des liens avec l'Allemagne. Si oui, lesquels? Oui, c'est ça. Et oui, alors tout à fait. Hein, donc, j'ai pas que Pachamine et Airwaves comme lien avec l'Allemagne. C'est aussi donc ma compagne. Elle a fait 2 ans d'Erasmus à Berlin et j'ai été plusieurs fois la voir. Surtout après, une fois qu'elle est partie de Berlin, elle avait tellement adoré ces 2 années à Berlin qu'ensuite on y est retourné 3-4 fois pour voir les amis, pour visiter la ville. Et donc moi aussi, hein, j'ai adoré la ville. Euh, et j'ai adoré l'Allemagne en général. Alors, hein, je ne parle pas la langue, mais voilà, j'aime beaucoup de choses de l'Allemagne. Notamment, il y a un côté souvent peut-être moins les Français, bon, c'est un cliché, hein, pas tous, mais souvent il y a peut-être un côté un peu plus hautain de la part des Français, tandis que en Allemagne, c'est souvent beaucoup plus facile de discuter. Et puis il y avait vraiment à Berlin toute une vie underground qui avait plus, par exemple, à Paris, où j'ai fait un peu mes études. Et à Paris, ça devient vraiment une ville-musée. Donc voilà, j'adore l'Allemagne et j'aimerais beaucoup, et ma compagne, elle adorerait, elle essaye aussi de faire ça parce qu'elle est professeure de langue étrangère. Donc il y a des possibilités d'apprendre le français à des gens qui ne parlent pas le français en Allemagne. Et donc on aimerait beaucoup vivre plusieurs années voilà, en Allemagne. Ce serait vraiment un grand Ah, désir. super. Et voilà. Puis après, il y a toute la culture allemande, les grands auteurs. Hein, j'adore Ouais. Brecht. Et puis la musique. Et puis peut-être une dernière référence, c'est une bande dessinée que j'ai beaucoup aimée dernièrement, de Uli Lust. Je crois qu'elle est autrichienne, mais elle écrit en allemand. Ça s'appelle Trop n'est pas assez. Et voilà, je vous conseille. Ok, à noter. Bah, merci Georges et Maya. Vous allez rester en ligne avec nous, donc n'hésitez pas si vous voulez réagir sur certaines choses. Donc on va passer en fait aux questions qui sont dans le chat, donc dans la rubrique questions. Donc vous pouvez nous les poser, vous pouvez dire aussi si vous voulez de quel lycée vous êtes. Et on va les lire, donc à savoir que vous pouvez voter pour les questions que vous préférez. Donc moi, ça me permet de voir les questions qui intéressent le plus de gens. Donc on va commencer peut-être par la question de la drogue et de la spectrine, donc qui a interrogé beaucoup de gens. Donc je vois les 3 premières questions sur cette thématique-là. Donc déjà, il y a Clara qui demande, vous avez beaucoup parlé de la spectrine, est-ce que la spectrine existe dans la vraie vie ou est-ce que c'est seulement fictif? Donc ça, Vivien l'avait dit au début, c'est fictif, donc Mm. la spectrine, c'est
une vraie substance, mais dans le livre, elle a un effet différent. Et Alexander demande, est-ce que vous avez fait des expériences avec la drogue dans votre jeunesse? Et pour la dernière, on la prendra peut-être après, mais c'est la relation entre le père et son fils qui drogue. Pourquoi, comment est venue cette idée? Donc allez-y, Vivien. Alors, j'essaye de me remémorer les questions. Alors, oui, donc effectivement, la spectrine, ça n'existe pas, hein. Le mot, je l'ai inventé, mais je me suis beaucoup. C'est un peu comme je disais pour l'autobiographie, c'est-à-dire j'aurais jamais réussi à inventer ça comme ça à partir de rien. Mais c'est qu'à un moment, j'ai adoré les neurosciences. J'ai lu beaucoup de choses sur les neurosciences. Et il y avait cette idée voilà, d'hormones comme la dopamine ou des hormones comme ça, hein, qu'on peut créer après artificiellement, hein, et puis se prendre artificiellement, et donc qui ont tel ou tel effet. Et j'ai imaginé qu'il pouvait exister une hormone du traumatisme, c'est-à-dire que dès qu'on est traumatisé, eh ben, il y a quelque chose qui se met en branle dans le cerveau, et ça ne s'arrête plus, et ça occupe plein de neurones, etc. Alors tout ça, ça n'existe pas, hein. Mais voilà, ça fait partie de l'idée que j'ai eue au début et qui m'a beaucoup stimulé, hein. J'étais vraiment très excité quand j'ai eu l'idée parce que tout d'un coup, je me suis dit que ça allait me permettre de créer une histoire. Et puis, il y avait vraiment cette idée que j'ai besoin de m'évader dans quelque chose qui n'existe pas. Hein, il y a besoin d'évader les lecteurs dans quelque chose qui n'existe pas. Et là, cette chose qui n'existe pas, c'est à la fois une hormone et une drogue, c'est-à-dire de même que la dopamine, on peut la synthétiser pour en faire une drogue, ben, j'ai imaginé que la spectrine, on pouvait en faire aussi une sorte de drogue. Alors, une drogue un peu spéciale parce que normalement, ça active les traumatismes, mais en fait, un peu comme pour un vaccin, j'ai imaginé que avant que les traumatismes soient activés, ça faisait que le cerveau réagissait contre la drogue et du coup créait un passé sans traumatisme. Et donc, c'est comme si on avait des hallucinations d'un passé sans traumatisme. Et Et donc, oui. peut-être juste pour expliquer à tout le monde, spectrine, c'est inspiré du mot spectre, c'est ça? Oui, C'est en lien avec oui, les spectres, les fantômes qui tournent dans la tête, c'est ça? exactement, hein, ouais, voilà. En français, un spectre, c'est un synonyme de fantôme. Et donc, l'idée, c'était que les fantômes, pour moi, c'était pas vraiment voilà, des bonhommes avec des voiles sur la tête, mais on pouvait dire aussi que des actions de notre passé, des événements de notre passé, qui ne passent pas vraiment, hein, qui restent en boucle dans la tête, c'était comme des sortes de fantômes d'action, hein, qui hantaient notre tête. Et donc, c'était ça aussi voilà, l'idée du nom. Et, Donc peut-être et la prochaine question, désolée, je les ai toutes dites à la suite. Donc c'était Alexander qui demandait est-ce que vous avez eu des ah oui. expériences avec la drogue dans votre jeunesse? Alors, je ne sais pas ce que je peux dire à la télévision, comme un candidat aux élections, il risque de dire Non, mais en fait, j'ai pas tellement à mentir parce que en fait, si j'ai créé cette drogue, c'est plutôt parce que j'étais jaloux, parce que je suis très peureux dans la vie et j'ai très peu testé de drogue quand j'étais jeune. Et c'est plutôt justement une façon de les tester par procuration. Parce que quand j'étais jeune, alors pour tout vous dire, il n'y a pas la police. J'ai quand même fumé un petit peu d'herbe, hein, de cannabis. Et, mais pour moi, l'effet, c'était horrible. Ça ne me le faisait pas du tout. C'est-à-dire que la plupart du temps, j'étais très très mal et j'avais très mal à la tête. Et je sais que j'ai des problèmes, j'arrive pas à faire des roulades par exemple parce que j'ai des problèmes d'oreille interne. Et donc voilà, finalement la drogue, ça me faisait pas effet. Tandis que à la rigueur l'alcool, bon, voilà, là je lutte pour pas trop, pas trop boire. Enfin, je suis pas alcoolique, hein, mais je sais que ma compagne essaye de lutter pour que je boive que le week-end, que le soir. Et, mais et donc justement dans le roman, pourquoi le père va droguer son fils? alors, donc l'idée, c'est que pour le père,
c'est pas vrai. Enfin, il n'utilise pas la spectrine, il utilise un antidote de la spectrine qui s'appelle le spectrocide, hein, parce que cide, ça veut dire tuer. Et c'est lui qui l'a trouvé, c'est le père qui l'a trouvé, qui est une sorte de savant médecin, mais un peu savant fou. Hein. Et donc, cette autre substance, c'est pas vraiment une drogue, c'est plutôt comme quelque chose qui enlève tous les traumatismes. Un peu comme quand on prend des antidépresseurs. Hein. Donc, c'est plutôt l'idée que pour le père, c'était comme des antidépresseurs. Et donc, il se dit pas, il se dit pas, je suis en train de droguer mon fils, tranquille. Non, il se dit juste, je lui donne des sortes d'antidépresseurs que j'ai trouvés spécialement pour spécialement voilà, pour les traumatismes. Et ça me permettait aussi de parler du fait que souvent on va opposer d'un côté les drogues illégales. Hein, et donc ça, c'est pas bien, voilà, c'est méchant, pas bien. Et de l'autre côté, il y aurait les médicaments, ça c'est tout bien, etc. Alors que pour moi, la drogue illégale, c'est juste un exemple de la façon dont fonctionne la société capitaliste actuellement. Elle fonctionne que par l'addiction, que par la drogue. Et donc les médicaments eux-mêmes, c'est des produits d'addiction. Alors je dis pas que c'est pas bien les médicaments, hein, pour plein de choses c'est très bien les médicaments, mais ça peut devenir c'est connu que les antidépresseurs, toutes ces choses-là, c'est des choses dont on devient addict et qui ne nous sauvent pas beaucoup, hein, souvent. Après, ça peut sauver, hein, ça peut aider, hein, mais ça ne suffit pas, souvent. Et donc, c'est aussi pour montrer qu'il n'y a pas d'un côté ce qui est illégal, encore une fois, est monstrueux, pas bien, et de l'autre, la société qui serait super. C'est aussi pour montrer que voilà, un père qui croit un peu bien faire en donnant des sortes d'antidépresseurs, il participe aussi à un monde de l'addiction, hein, l'addiction à la consommation, l'addiction aux médicaments, à l'alcool, etc. D'accord. Et il y a Marine qui demande donc comment êtes-vous tombée sur le sujet du traumatisme, donc qui est une thématique très présente dans le livre avec ces souvenirs qui hantent sans cesse les héros principaux. Eh ben, alors le traumatisme, c'est d'abord hein, lié au harcèlement, hein, forcément. Et puis, c'est un sujet qui m'a beaucoup touché aussi en lisant des choses sur les neurosciences et des choses aussi sur la psychanalyse et sur le rapport entre les deux. C'est-à-dire la psychanalyse, elle a beaucoup parlé du traumatisme, mais aussi les neurosciences. Et ces deux disciplines-là, elles apportent des choses, je trouve, très intéressantes et qui parfois s'opposent. C'est-à-dire que la psychanalyse, souvent, elle va un peu avoir tendance à faire croire qu'il y aurait qu'un événement traumatique dans l'enfance, c'est-à-dire il arrive une seule chose traumatique et qui nous marque à vie. Tandis que dans les neurosciences, on se rend compte que le traumatisme, c'est plutôt plein de petites choses qu'on vit dans l'enfance qui font que petit à petit, on se met à penser d'une manière qui ne va pas, hein, qui va pas pour qu'on se sente bien. Voilà. Et donc, le traumatisme, voilà, ça m'intéresse parce que c'est à la fois un grand événement très, très fort, très dur, et en même temps, ce qui me semble important, c'est que c'est aussi, il y a la partie immergée de l'iceberg, hein, c'est-à-dire que le traumatisme, il est aussi nourri d'une banalité du mal, hein, qui n'est pas un événement horrible forcément, mais qui est plein de petites choses qui font que, par exemple, il va y avoir des personnes qui vont, sans le vouloir, être plus à même de vivre des traumatismes ou de se trouver dans des situations traumatisantes à cause de toutes ces petites choses hein, qui petit à petit, voilà. Et dans le roman, votre personnage principal, Tim, il n'est pas seulement traumatisé, il a aussi des soucis, enfin, il a des soucis de boulimie en plus. Il y a Michaela qui demande est-ce que vous, personnellement, vous connaissez un boulimique et pourquoi le boulimique de votre roman est un garçon? Ah oui, alors donc une des raisons hein, pour lesquelles moi-même quand j'étais enfant, voilà, j'étais un petit peu harcelé parfois, c'est parce que j'étais assez gros. Alors, j'étais pas boulimique, je pense. Encore une fois, peut-être que si, en y réfléchissant, peut-être il y avait un peu de boulimie, mais je saurais pas dire. Hein. Et donc voilà, j'étais un peu un peu premier de la classe, gros. Hein, et donc typiquement celui qui peut se faire des fois chahuter hein,
par d'autres. Et donc, alors c'est au tout début du roman, il est gros, mais c'est un peu ce qui m'était arrivé. Du jour au lendemain, il se dit qu'il veut plus l'être, et donc il arrête de manger plein de choses. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire, tout d'un coup, j'ai voulu arrêter de manger. Et puis, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire, j'ai beaucoup fumé aussi jusqu'à 25 ans, hein, 1 ou 2 paquets par jour. Et puis, j'ai voulu arrêter du jour au lendemain. Et pareil, je mangeais beaucoup de viande et de fromage, j'adorais. Et puis, j'arrête. Voilà, c'est quelque chose qui est en moi. J'aime bien le côté arrêter du jour au lendemain de manière violente. Alors, je ne sais pas si c'est pour répéter des traumatismes d'enfance. Mais ça me permet en même temps de faire des choses violentes, mais qui sont bonnes finalement pour après. Mais alors la boulimie, ensuite il est plus gros, Tim. Hein, ensuite il est tout maigre, mais finalement, je voulais aussi parler du fait que souvent, même si on règle un problème, ça saute dans un autre domaine. C'est-à-dire que Tim, il réussit à régler le problème du fait qu'il est gros, il devient tout maigre, mais il finit par avoir un autre problème à un autre niveau. Hein. Et donc souvent, je voulais parler de ce fait-là que pour pas être idyllique, pour pas penser que on vit dans le paradis, dès qu'on règle un problème, il faut faire attention parce que souvent, il y en a un autre qui apparaît. Donc, il faut être au courant, il faut savoir que la vie, c'est toujours des problèmes qui s'enchaînent et il faut être paré, quoi. Il faut savoir que c'est important de savoir se battre toujours. Merci. On va peut-être aller un peu plus vite maintenant parce qu'il D'accord, ne reste plus beaucoup de temps. Donc là, justement, on a une question de Suzanne qui demande, vous, à titre personnel, est-ce que vous vous engagez contre le harcèlement et comment ? Alors, donc moi je m'engage pas, c'est-à-dire que je suis pas dans une association sur le harcèlement. Comme je le disais un peu, je voulais pas faire un livre sur le harcèlement et etc. Donc à ce niveau-là, disons que là j'ai plutôt des envies d'engagement sur le véganisme ou sur des choses comme ça. Mais au niveau du harcèlement, disons que je ne vais pas dans des associations. Mais après, j'ai déjà fait des choses un peu comme ici, hein, avec des discussions avec des élèves pour parler beaucoup de harcèlement. Donc ça, c'est avec plaisir. Mais vu que j'écris des romans, j'ai l'impression que c'est dans les romans que j'arrive bien à dire les choses. Oui, c'est une forme d'engagement aussi. Voilà, pour moi, c'est plutôt là que j'arrive le mieux à m'engager. Parce que si je me mets comme ici, voilà, que à discourir, je parle trop longtemps. Et donc, je préfère voilà, m'engager surtout dans les romans, même si je n'ai pas envie de me désengager Alors, on a plusieurs personnes qui sont curieux et qui demandent, est-ce que vous êtes un somnambule ? Alors, le personnage principal est un somnambule. Oui, non, je suis pas somnambule. Par contre, ma compagne est un peu somnambule. Ma sœur, elle a été somnambule. Et donc, j'ai déjà vécu, par exemple, ma sœur qui se lève du lit et qui dit des choses sans queue ni tête. Et puis aussi, j'ai oublié, ma fille Suzanne aussi, elle a fait des épisodes de somnambulisme, alors ça s'est arrêté. Mais de temps en temps, on la voit, on regarde la télé, normalement elle dort, et puis on la voit arriver. Et on lui parle, elle dit rien, mais elle va dans la cuisine, elle va faire des choses dans la cuisine et elle revient se coucher. Et donc, voilà, le somnambulisme, c'est plutôt voilà, par rapport aux autres. D'accord. Et donc, par rapport au somnambulisme, il y a un lien aussi peut-être avec le titre du livre. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que signifie l'expression même pas en rêve oui. Voilà, tous les lycéens allemands. Et oui, alors je ne sais pas si ça va bien se comprendre en allemand, mais alors l'idée, c'est que même pas en rêve, c'est une expression connue en français. C'est par exemple, si je demande, imaginons, je demande à quelqu'un, est-ce que tu veux bien être mon ami ? Et puis la personne, elle va dire, même pas en rêve. Hein, ça va être une petite expression gamine un peu pour dire, n'y pense même pas. Hein. Et donc la première idée, c'était ça, c'était quelqu'un de Tim qui a des désirs et qui sait bien que, à cause du fait que justement il n'a pas confiance en lui, qui a l'impression que jamais aucun de ses désirs ne sera réalisé.
même pas en rêve. Et puis le deuxième sens de cette expression, c'était que finalement, ce qui va arriver à Tim, ça va lui arriver même pas en rêve, mais en réalité. C'est-à-dire que Tim, il croyait que tout ce qu'il allait pouvoir vivre de bien, ce serait seulement dans ses rêves. Et en fait, il se rend compte que ce qui arrive de mieux pour lui, ça arrive même pas en rêve, mais en réalité. Donc, ça se retourne, ça s'inverse. Hein, c'est-à-dire que finalement, c'est quand on abandonne le fait de vouloir absolument avoir une super vie, que tac, les choses se retournent et qu'on finit par avoir une vie qui est correcte. D'accord. Et le lien avec la couverture aussi, les gens se demandent, donc Harriet demande, est-ce que vous pouvez expliquer le rapport de la couverture du livre avec le contenu ? Oui, tout à fait. Alors, donc la couverture, c'est mon éditeur qui l'a choisi, mais qui m'a demandé ce que j'en pensais, parce que voilà, il fallait que ce soit une photo. Et donc, il m'a d'abord montré cette photo, et tout de suite, j'ai adoré, parce que je trouve qu'il avait vraiment bien choisi. Et c'est ça qui est super aussi, c'est les liens avec les éditeurs, et avec mon éditeur. Et je trouve qu'il avait très bien choisi, parce que on a quelqu'un on a l'impression, il y a des bulles, donc on a l'impression qu'il coule. Donc c'est à la fois assez négatif, c'est-à-dire il est en train de couler, et donc il y a une image comme ça de désolation, voilà, il va peut-être pas s'en sortir, et en même temps on a l'impression qu'avec le pied il est en train de rebondir sur le sol, c'est-à-dire que hop, on a l'impression qu'il va voilà, ressortir et refaire surface. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'en plus dans mon roman il y a plein d'images sur l'eau. C'est quelque chose que j'ai fait un peu volontairement. Je me suis dit que j'allais faire beaucoup d'images en lien avec l'eau, parce que l'eau, ça m'évoque le monde des rêves, etc. Et voilà, il y a vraiment cette idée que, un peu comme quand on fait de l'apnée, on est mal, on va manquer de souffle, etc. Mais quand on ressort, finalement, on est encore mieux que si on n'avait rien fait. Il y a cette idée que du mal, parfois, peut nous faire sentir encore mieux le bien qui suit. Donc on a une question ensuite de Suzanne qui demande, qui dit vous étiez prof au lycée, est-ce que le roman se base sur des expériences d'un ou d'une de vos élèves ? Ah oui, alors non, pas vraiment d'un ou deux, parce que pour la simple raison déjà que je l'avais déjà bien commencé avant même d'être prof au lycée, le roman. Et sinon, c'est sûr que oui, voilà, moi-même j'ai été professeur, mais comme comme je le disais, c'est justement peut-être parce que j'arrivais pas vraiment à avoir un lien en tant que prof avec les élèves que j'ai écrit le roman. Mais sinon, on peut pas dire que voilà, ce soit basé sur une expérience d'un de mes élèves. Et on vous demande, Alexander vous demande aussi, est-ce que vous-même vous étiez allé à l'internat au lycée ? Ah oui, eh ben non, j'ai pas été à l'internat, mais par contre, au lycée, presque tous mes amis étaient internes. J'avais une sorte presque d'admiration, un peu de fascination pour ils avaient souvent l'air plus matures, ils faisaient des choses souvent un peu plus illégales, où ils allaient plus loin que moi, parce que justement il y avait ce fait qu'ils vivaient pas avec leurs parents. Et je m'entendais très très bien avec les internes, et donc c'est plutôt lié à ça. D'accord. On va peut-être prendre deux dernières questions. Alors, on a une question sur la fin du livre. Nicole demande pourquoi Tim a-t-il dit toute la vérité à la proviseure à la fin du roman ? Ah oui, donc ça c'était vraiment une grande question, c'est-à-dire que alors pour que je prenne du plaisir à l'écrire, le roman, j'ai besoin quand même de faire beaucoup de plans, etc. Mais j'essaye de pas non plus décider de la fin tout de suite. Sinon, si je sais déjà tout avant de l'avoir écrit, j'ai presque plus envie de l'écrire. Et donc, quand je suis arrivé à la fin du roman,
il y avait cette question de qu'est-ce que va faire Tim, hein? Est-ce qu'il le dit? À qui il le dit? Hein. Et j'ai beaucoup réfléchi, j'ai tout testé comme solution. Hein, et je me suis dit que là, c'était la solution qui me semblait la meilleure. Alors, il ne s'agissait pas bien sûr du tout de dire ah, c'est bien, il faut dénoncer, hein, il faut rapporter. Non, c'est plutôt l'idée que c'est l'inverse pour moi de rapporter, parce que là, on rapporte pas on rapporte pas sur quelque chose qui est mal, hein, mais on va dire quelque chose qui va permettre d'aider aussi quelqu'un d'autre. Et je voulais aussi réfléchir sur l'idée de trahison. C'est-à-dire que souvent, quand on a des amis, la chose la plus importante, c'est surtout, il ne faut pas les trahir. Et pour moi, les choses sont quand même beaucoup plus compliquées. C'est-à-dire que si, par exemple, je vais avoir des amis, hein, pour parler de sexisme, si j'ai des amis qui commencent à mal parler à, je ne sais pas, une fille, est-ce que, sous prétexte qu'il ne faut pas trahir les amis, je ne vais rien dire? Non, hein, je pense que je ne suis pas pour trahir à tout prix, mais pour moi, il y a aussi des valeurs qui comptent plus que la camaraderie, hein, que le fait d'avoir des amis et de jamais les trahir, etc. Pour moi, il y a aussi des valeurs qui sont au-dessus, hein, des valeurs, je pourrais pas, des choses qu'on sent. On sent que même pour le bien de nos amis, il ne faut pas laisser faire. Vous êtes d'accord, Maya et Georges? Oui. Oui, je ne sais pas. C'est vraiment une grande question. Ouais. Alors, Ouais. pour moi, le dispute est toujours important, mais c'est mon opinion. Alors, je ne le sais pas. Oui. Bah, il faut être assez en confiance pour pouvoir dire à ses amis quand on n'est pas d'accord, je pense. Mm, Ouais. mm, mm. Oui, On va il prendre faut le dire. Ouais. Oui, Il c'est faut le vrai. dire. Hmm. On va prendre une toute Mm. dernière question. Alors, c'était, si je me trompe pas, c'est votre premier roman. Oui. Est-ce que vous avez d'autres projets de romans et est-ce qu'il parlera aux jeunes ou aussi aux adultes? Alors oui, hein, j'ai donc j'ai écrit une première version d'un second roman qui est là chez l'éditeur, qui est en train de la lire. Donc on va voir ce qu'il en pense. Et en fait, ce second roman, c'est une suite, c'est une sorte de suite du premier roman. J'avais écrit une première suite, mon éditeur l'a lu et il a bien aimé, sauf le fait que je prenne le même héros, parce que je me reposais un peu sur mes lauriers. Là, du coup, j'ai écrit une suite, mais en prenant un héros différent. C'est-à-dire que là, c'est une fille qui parle. Et donc, j'ai essayé de me mettre à la place des filles très compliquées, parce que vous êtes mystérieuse. Non, j'ai essayé de demander beaucoup de conseils à ma compagne, justement, savoir si, en me mettant dans la peau, voilà, d'une héroïne, savoir si à ce moment-là, c'était crédible qu'elle fasse ceci ou cela. Et puis, bon, de toute façon, pour moi, même pour les sciences, hein, même en biologie, on sait bien que la différence entre un homme et une femme, elle est beaucoup moins claire qu'il n'y paraît. C'est-à-dire, il y a plein de personnes, par exemple, qui ont des chromosomes XXY, où il y a plein de personnes qui vont avoir les bons chromosomes, mais qui vont avoir des caractères sexuels un peu différents, etc. Donc pour moi, finalement, on est quand même aussi un peu les mêmes. Et donc, je me suis dit que c'était un super défi d'essayer, voilà, de me mettre à la place d'une héroïne pour le second roman. Et là, je suis en train d'écrire un troisième. Donc aussi pour des jeunes ou... Voilà, qui serait un peu une sorte de troisième suite. C'est-à-dire que le deuxième, ça se passe l'année d'après. On retrouve Tim, mais c'est plus le héros, c'est quelqu'un d'autre. Un peu comme, je ne sais pas si en français vous étudiez Balzac, la comédie humaine, hein, il utilise ça, c'est-à-dire qu'il prend des personnages qui étaient des héros d'un roman, il en fait dans un autre roman seulement des personnages secondaires. Et donc voilà, l'idée c'est de parler aussi beaucoup d'amour. Hein. Vu que dans le premier roman, je parlais d'amitié. Pour moi, l'amitié, voilà, c'est super important.
et c'est lié à l'amour pour moi pas mal. C'est-à-dire que je ne sais pas si ça se voit, mais dans le premier roman, il y a déjà des choses qui sont limite amoureuses. Hein, c'est-à-dire, Tim offre une compilation à Louis. Et parce que pour moi, c'est important. Ouais. Voilà, une compilation de musique. Parce que pour moi, c'est important de ne pas vouloir à tout prix mettre une frontière si franche entre l'amitié d'un côté et l'amour de l'autre. Peu importe les genres aussi, masculin, féminin, etc. Alors, dans le deuxième roman, ça va être une histoire d'amour entre une fille et un garçon. Mais je vais essayer de parler du fait que c'est proche de l'amitié et aussi du fait que pour moi, l'amitié, c'est un peu comme lire. C'est-à-dire que c'est comme retrouver ses amis quand on lit le soir. Mais l'amour, pour moi, c'est un peu comme écrire des histoires. Parce que l'amour, c'est quelque chose qu'on vit là, maintenant, toute la journée aussi. Hein, c'est quelque chose de même qu'on écrit pendant la journée. On vit l'amour toute la journée, tous les jours, avec la même personne. Et donc pour moi, ça engage aussi, c'est quelque chose qu'on doit plus construire. Tandis que l'amitié, on le vit plus de manière passive, hein, on lit de manière assez passive, tandis que l'amour, quelque chose qui doit être voilà, beaucoup plus construit. Voilà. Ok, bon, bah, à suivre alors. Merci pour ces échanges. Merci Maya, Georges et Vivien. Merci Donc, beaucoup à vous, à tout le monde. Ouais, on espère que cette rencontre vous donnera envie de découvrir le roman, donc, qui aborde des thématiques très sérieuses comme voilà, les souvenirs traumatiques, le harcèlement, l'addiction, mais aussi des thématiques comme le fait de grandir, l'amitié, l'amour, avec une super bande-son. Donc, Et puis j'espère un peu de comique aussi, j'avais essayé quand même de mettre. Oui. Voilà. Donc, merci à tous. Merci. On se retrouve lundi prochain à 11h, donc pour la rencontre avec Wilfried Nsondé pour Aigre-Doux. Donc, à savoir que cette rencontre aujourd'hui sera disponible en replay. Donc, soit directement après le webinaire, si vous étiez inscrit, vous allez recevoir un mail automatique avec le lien vers le replay. Et sinon, ça sera en ligne sur YouTube fin novembre. Donc, voilà, aujourd'hui, on était à peu près 70 personnes connectées, donc super, merci beaucoup. Et merci. parmi les gens qui étaient connectés, donc vous avez répondu au sondage, on voit qu'il y a 71% qui se sont connectés seuls de chez eux, donc il y a pas mal d'élèves qui étaient connectés derrière leurs ordinateurs avec le tout confinement. seuls, et 29% qui étaient connectés en classe. Voilà, merci à tout le monde, merci à tous les enseignants aussi qui ont rendu ça possible pour leur classe. Oui, tout à fait. Voilà, et un peu comme, ma collègue, hein, avec plaisir bien sûr, si vous avez des questions, hein, les enseignants, les élèves. Voilà, n'hésitez pas. Oui. Et donc vous pouvez suivre nos actualités donc, sur le site d'Ernst-Klett-Sprachen, sur le site de l'Institut français d'Allemagne et sur notre Facebook. Voilà, merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci Maya. Merci. Georges. Merci aussi. Tchuss. Salut. Salut. Au revoir.